et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette rencontre avec Stéphane Lacroix autour de son dernier livre, Le crépuscule des saints, Histoire et politique du salafisme en Égypte, qui est paru chez CNRS Éditions début janvier. Alors Stéphane Lacroix est professeur associé de sciences politiques à Sciences Po, chercheur au CERI, le Centre de recherche international, et co-directeur de la chaire d'études sur le fait religieux. Il est donc arabisant, et il faut entendre par là non seulement une connaissance de la langue arabe, mais aussi de la civilisation et de la théologie islamique. On y reviendra, c'est assez impressionnant quand on parcourt cet ouvrage. Et il a mené de longs terrains de recherche, notamment en Arabie Saoudite et en Égypte. Alors, on avait déjà eu le plaisir de vous accueillir à la Revue Esprit il y a quelques années. J'essayais de retrouver exactement quand. Je pense que c'est en 2018. En fait, après l'assassinat de Jamal Khashoggi en Arabie Saoudite, et vous nous aviez expliqué à ce moment-là qui était le prince Mohammed Ben Salman et un peu ce qu'il avait en tête pour l'Arabie Saoudite, et notamment autour de sa vision 2030 pour le développement de l'Arabie Saoudite. À la lecture de cet ouvrage, je comprends que quand vous êtes venu nous voir en 2018, en fait, vous aviez déjà fait l'essentiel du travail de recherche pour cet ouvrage-ci, Le crépuscule des saints. Et vous expliquez en fait dans l'introduction que, connaissant d'abord l'Arabie Saoudite, qui est votre premier terrain de recherche, si je ne dis pas de bêtises, vous étiez parti en Égypte en pensant travailler à une étude des liens entre le salafisme saoudien et le salafisme égyptien. Et en fait, au fur et à mesure de ce que vous avez lu, vu, entendu, des entretiens que vous avez menés, vous en êtes venu plutôt à vouloir étudier la spécificité du salafisme égyptien, c'est-à-dire vraiment le salafisme égyptien comme un phénomène sui generis, enfin peut-être pas sui generis, mais enraciné dans les réalités sociales, politiques, économiques, religieuses égyptiennes. Et ce que vous décrivez, donc le salafisme égyptien, vous le décrivez comme un mouvement social à part entière, mais qui est encore mal connu, mal compris, qui mériterait de l'être davantage. Donc cet ouvrage, on en disait un mot à l'instant, c'est évidemment un ouvrage savant, c'est un ouvrage très précis. Ce sont des analyses qui viennent de ce qui m'est apparu à moi comme une montagne de connaissances sur le sujet, mais qui témoignent aussi d'une vraie capacité à les traduire en langue française d'abord, et aussi en langue commune pour ceux d'entre nous qui sont bien moins connaisseurs que vous de cette région d'une part et de cette religion de l'autre. Alors pour vous poser quelques questions qui permettent d'entrer dans la matière du livre, je voudrais commencer par la question qui n'est pas la plus simple en fait, qui est celle de la définition, de savoir de quoi on parle. Dans l'introduction encore, vous parlez de circonscrire le salafisme et vous le distinguez d'autres ismes voisins, le wahhabisme, l'islamisme, le djihadisme, le réformisme islamique, et vous expliquez un peu donc ce que le salafisme est et ce qu'il n'est pas, et aussi l'emploi que vous avez choisi de faire de ces termes dans cet ouvrage. Alors, est-ce qu'on peut commencer par cette question? Qu'est-ce que le salafisme? Alors, merci beaucoup de la question. Merci de votre accueil aussi, surtout, et de cette opportunité de parler un peu de ce livre. Alors oui, la question des définitions est absolument fondamentale, parce que toute une partie du problème, en fait, est un problème de définition. Et c'est précisément parce qu'on a, dans les travaux sur l'Égypte, mais au-delà d'ailleurs, souvent tendance, en fait, à employer des ismes qu'on met à toutes les sauces. Ça nous interdit parfois de comprendre la complexité du réel. Donc on a besoin d'outils qui nous permettent d'identifier des formes de mobilisation qui sont fondamentalement différentes. Ce qui n'est pas toujours simple, parce que ces termes, en arabe aussi, ils circulent
et en particulier ce terme de salafisme, il a pu, à certaines époques, être employé dans des sens plus polysémiques que celui que j'utilise moi, parce que salafisme, en fait, en arabe, ça veut dire, ça renvoie aux salafs, qui sont les premiers musulmans, et donc, d'une certaine manière, tout musulman orthodoxe se réclame des premiers musulmans, de l'exemple des premiers musulmans. Donc c'est un terme qui, en arabe, en contexte musulman, est un terme positif. Ça veut dire orthodoxe, ça veut dire fidèle à l'authenticité du message. Donc effectivement, le terme salafisme, il a pu, pour cette raison-là, à différentes époques, être employé par différents types d'acteurs qui voulaient simplement marquer par là leur prétention à incarner l'islam vrai. Maintenant, c'est vrai que dans les 50-60 dernières années, il en est venu à identifier un courant en particulier. Et depuis 50 ou 60 ans, il y a une sorte de clarification qui s'est opérée dans cette polysémie, qui fait que le salafisme, aujourd'hui, ça désigne quelque chose que tout le monde dans le champ religieux musulman comprend comme étant quelque chose de relativement cohérent, identifiable, et quelque chose qui a une histoire. Donc moi, c'est dans ce sens-là que j'emploie. J'emploie dans un sens, finalement, pour identifier un phénomène qui va tardivement porter ce nom, et exclusivement ce nom, mais en remontant l'histoire de ce phénomène, okay, ce qui complique un peu la chose, parce que là encore, au début du XXe siècle, y compris dans un pays comme l'Égypte, les termes voyagent beaucoup plus que... Donc on a besoin de mettre de l'ordre dans ce réel un peu complexe. Donc, pour le dire vite, l'histoire que je raconte, c'est celle, au départ, du réformisme musulman de la fin du XIXe siècle, qui émerge en Égypte, mais aussi en Syrie et dans d'autres endroits du monde musulman, face à une perception de déclin par rapport à l'Europe. On est dans un moment de colonisation, on est dans un moment où l'Empire ottoman est en train de se mourir à petit feu, et les milieux intellectuels musulmans sont pris d'une introspection, d'une réflexion sur la question d'expliquer le déclin et d'aller chercher comment sortir du déclin. Et parmi ce qu'on appelle ça, on aperçoit la Narda, la Renaissance, c'est le moment justement où on va aller essayer de puiser dans son histoire pour essayer de trouver la formule magique qui va permettre de mettre fin au déclin. Et vous avez une partie des acteurs qui vont considérer que c'est dans l'islam que doit être trouvée la solution. Et que donc, si le monde musulman, alors qu'il est demeuré musulman, est en déclin par rapport à l'Europe, c'est qu'il a cessé d'être vraiment musulman. Et que donc, on va opposer un islam vécu à un islam authentique. Et donc, il va falloir redonner vie à cet islam authentique. Ça, c'est ce qu'on appelle le réformisme islamique de la fin du 19e. Simplement, ce réformisme islamique, au début du 20e, il va commencer à se séparer en deux catégories d'acteurs. Et pour moi, cette séparation, et en particulier certains de ces acteurs, ceux qui m'intéressent dans le livre, ils n'ont pas été suffisamment étudiés parce qu'ils faisaient moins de bruit que les autres. Et c'est vrai que parfois, la recherche a tendance à s'intéresser surtout à ce qui est visible, ce qui fait du bruit, ce qui est très politique aussi. Et souvent, les acteurs les moins politiques ou les plus discrets, alors même qu'ils exercent une influence profonde sur le social, ils ont tendance à passer plus facilement inaperçus parce qu'ils n'attirent pas l'attention, parce que, d'une certaine manière, on se concentre sur ce qui brille. Et moi, je parle d'acteurs qui, justement, travaillent la société de manière beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse, mais qui ont une influence, à mon avis, tout à fait massive, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre. Donc, je reviens à ma séparation de mon réformisme islamique en deux catégories d'acteurs, deux familles. D'un côté, ce que moi j'appelle le salafisme, et qui est un des mouvements qui porte ce nom à cette époque-là, et qui va in fine être le seul à le conserver. Et donc là encore, je fais cette espèce de projection rétrospective pour le désigner comme salafisme, parce que de fait, il emploie ce terme à cette époque. Et c'est lui qui va faire une OPA sur le terme, in fine. Et donc, le premier de ces deux courants, c'est le salafisme, et le deuxième, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est une idéologie moderne qui naît avec les frères musulmans et leur création en 1928. Et donc, l'islamisme et le salafisme sont les deux héritiers de ce réformisme islamique de la fin du 19e. Et en Égypte en particulier, c'est très frappant, il y a une sorte de symétrie presque. Ils s'institutionnalisent quasiment au même moment, puisque les frères musulmans sont créés en 1928, et l'association Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, pourrait traduire en français comme les partisans de la tradition prophétique, c'est 1926. Et eux, ce sont des salafis. Qu'est-ce qui va les distinguer donc ? Moi, ce que j'explique, c'est que d'abord, ce qui les distingue avant tout, c'est le fait que les salafis sont dans une dynamique qui est avant tout une dynamique religieuse, alors que les islamistes sont dans une dynamique qui est avant tout une dynamique politique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les salafis, la vraie question du déclin,
c'est d'abord une question religieuse. C'est d'abord la nécessité pour chaque musulman de revenir à la pratique d'un islam pur et non corrompu, tel qu'il se l'imagine, une croyance en un islam orthodoxe, défini de manière extrêmement restrictive, à partir d'une certaine tradition particulièrement rigoriste du sunnisme, qui est celle de l'école hanbalite et des auteurs de cette école hanbalite. Donc on puise dans les textes musulmans leur part d'une certaine manière la plus rigoriste, dans une certaine école. On pose ça en norme de l'authenticité, et à partir de là, on doit, dans sa pratique et dans sa croyance, se conformer à cette norme. Et c'est par le retour de la société, par le bas des individus d'abord, à cette croyance et donc à cette pratique authentique, que le salut collectif finira par advenir. Donc pour les salafis, c'est d'abord une question de pratiquer le vrai islam, de croire comme il faut croire et de pratiquer comme il faut pratiquer, avec une définition très stricte de la norme. Et donc le mouvement, lui, se donne comme arme l'édition et la prédication. Donc on travaille sur, on publie des livres, on va en particulier publier ces auteurs classiques dans lesquels on va puiser pour définir cette norme ultra-conservatrice, et on va œuvrer par la prédication, c'est-à-dire par le bas, par l'action socio-religieuse. On ne fait pas de politique parce qu'on considère, quand on est salafi, que le politique, ça n'a aucune urgence, et même dans une certaine mesure aucune importance. Parce que ce qu'ils diront, c'est que si on change la tête du système, tant que la société n'a pas été transformée, ça ne changera rien. On peut mettre X, Y ou Z à la tête de l'État, ça n'aura aucun impact, puisque pour eux, le mal vient d'en bas et vient de la foi qui habite chacun des individus de la société. Donc, ce projet, c'est pour ça que je dis qu'il est fondamentalement religieux, parce que pour eux, le problème, c'est d'abord un problème de purifier les croyances, et de purifier la foi. Et donc, ce qu'il est défini, donc après, on reviendra sur la question des grammaires d'action, mais ce qu'il est défini, c'est une grammaire d'action de la pureté. C'est ça que Les islamistes, à l'inverse, donc le deuxième courant qui naît du réformisme islamique, et qui va naître avec les frères musulmans, ce sont des gens qui identifient le problème comme étant d'abord politique. La question de l'État est centrale pour les frères musulmans et pour les courants islamistes. Et donc pour eux, le problème du déclin, c'est d'abord un problème de réforme de l'État. C'est ce qu'ils appellent la création d'un État islamique. Ce terme d'État islamique, il apparaît dans les années 20, à ce moment-là, comme étant un peu l'objectif final du mouvement. Et donc, il s'agit de gouverner par l'islam, et le salut viendra par le haut, c'est-à-dire par la transformation de l'État, c'est-à-dire par l'application de la charia, parce qu'en fait, ce qu'ils appellent État islamique, c'est un État moderne qui applique la charia, et donc d'une certaine manière, l'identité politique de l'État découle de son identité légale, et donc du type de droit qu'on y applique. Et donc, pour les frères musulmans, c'est cette question-là qui va être centrale. Et donc, pour eux, la politique est absolument essentielle. À l'inverse, les frères musulmans, j'explique, chez les islamistes, en tout cas chez les frères musulmans à l'origine, la question religieuse stricto sensu ne les intéresse pas tant que ça. Alors, ça semble un peu paradoxal, on pense que les islamistes s'intéressent beaucoup à la religion, mais pour eux, la religion, c'est d'abord une question identitaire. C'est-à-dire que pour les frères musulmans, la question de la purification de l'islam ne se pose pas vraiment. En termes religieux, les frères musulmans de l'époque de Hassan al-Banna, le fondateur, s'inscrivent en gros dans l'islam majoritaire de leur époque. Ils ne sont pas dans des conflits théologiques pour définir le pur islam, etc., comme peuvent être les salafis. Ce qui intéresse les frères musulmans, c'est au contraire d'essayer d'unifier politiquement les musulmans pour essayer de mettre en œuvre ce projet qui est un projet fondamentalement politique. Donc du coup, là encore, les salafis s'intéressent avant tout au débat théologique et au débat à la question de la pureté théologique, et donc ils œuvrent par le bas, par la prédication et par l'édition. Les frères musulmans, eux, d'emblée, considèrent que la question doit se penser avant tout comme une question politique. L'islam est un donné identitaire qu'il s'agit de traduire dans l'ordre du politique, mais la question théologique en tant que telle ne les intéresse pas beaucoup. Et donc ce qu'on voit à partir de ce moment-là, c'est une séparation entre ces deux mouvements. Simplement, l'islamisme, je le disais tout à l'heure, a attiré l'essentiel de l'attention des chercheurs, parce que les frères musulmans, ils font du bruit. Ils sont nombreux, ils mobilisent dans les rues. En 1945, ils ont déjà presque un demi-million de partisans en Égypte. Et puis, ils vont rester la première force politique d'Égypte pendant la deuxième moitié, on pourrait dire presque tout le XXe siècle en termes numériques, mais dans la deuxième moitié du XXe siècle, ils sont certainement la plus influente après la mort de Nasser. Et donc, évidemment, l'islamisme va attirer les regards parce qu'il est en confrontation directe avec le politique. Les salafis, eux, se gardent à l'écart du politique. Ils n'en voient pas l'intérêt. Ils soutiennent même le pouvoir la plupart du temps.
La stratégie des salafis, c'est de dire finalement, on a besoin d'un espace pour prêcher. Et donc, il vaut mieux être en bon terme avec les autorités. Donc, s'il s'agit d'écrire un ou deux papiers de temps en temps dans la revue pour chanter les louanges du roi Farouk, de Nasser, de Sadat, bon, ça ne mange pas de pain, parce que ce qui compte, de toute façon, au bout du compte, il faut malgré tout qu'il y ait un ordre, pensent les salafis, ils croient en l'ordre, et de toute façon, celui-ci ou celui-là, aucun d'entre eux ne sera meilleur tant que le travail de réforme de la société n'aura pas été accompli. Et donc oui, les batailles, les luttes, elles sont plus menées sur les corpus, comme vous dites, quels sont les textes bons à lire ou pas, quels sont les sages de l'islam auxquels il est bon de se référer ou pas. Donc on voit bien cette séparation en deux branches avec deux conceptions différentes du rapport entre religion et politique. Et c'est peut-être donc en observant de beaucoup plus près ce qui se passe dans le salafisme, comment il se développe, comment il arrive progressivement à ce que vous décrivez comme une forme d'hégémonie dans le champ religieux, c'est-à-dire qu'ils vont réussir dans le courant du XXe siècle à s'imposer effectivement comme les gardiens de la norme religieuse. Mais en regardant davantage ce qui se passe chez eux, vous expliquez que vous en venez à raconter un peu une autre histoire de l'islam égyptien, une autre histoire des relations entre religion et politique au XXe siècle en Égypte, mais c'est déjà pas mal. Et vous dites donc qu'il s'agit d'une lecture révisionniste de 100 ans d'histoire politico-religieuse en Égypte. Alors ça nous mène effectivement des années 20 avec les premiers mouvements de ceux que vous appelez des entrepreneurs de normes et en passant par donc Nasser, Sadat, Moubarak. Donc qu'est-ce que ça change de regarder pourquoi vous dites c'est révisionniste, c'est quand même ça vous conduit donc à raconter une histoire très différente de ce qu'on a raconté jusqu'ici. À mon avis, oui. C'est-à-dire qu'on est dans une équation où il y a trois inconnus et on n'en a pris en compte que deux. C'est-à-dire que les trois inconnus, pour moi, c'est une sorte de triangle entre l'État, les frères musulmans, et l'islamisme dans la continuité des frères musulmans, et le salafisme. Et donc, ne pas prendre en compte le troisième pied du triangle, c'est se condamner à présenter l'histoire de l'Égypte comme, au XXe siècle, une sorte de face-à-face entre frères musulmans et État, souvent l'armée, et donc de bataille à mort entre les uns et les autres, avec une fois l'État qui l'emporte sur les frères musulmans, puis les frères musulmans après la Révolution, puis finalement l'armée. Et en fait, on ne voit pas que dans cette équation, il y a toujours eu un troisième acteur qui est présent dès le début. Hein, donc c'est pas du tout... là encore, ce que j'essaye de dire aussi, parce qu'on va souvent vous dire que l'histoire du salafisme, elle commence avec les années 70, l'Arabie Saoudite, le pétrole, le choc pétrolier, etc. Et que c'est venu de l'extérieur. C'est venu de l'extérieur. Moi, je raconte une histoire qui est beaucoup plus ancienne, qui, de fait, n'est pas complètement sans lien avec l'Arabie Saoudite, parce que malgré tout, les salafis égyptiens vont aller puiser dans le corpus de textes saoudiens, et ils vont souvent voir, en particulier cette première association qui est créée en 1926, ils vont souvent voir dans l'Arabie Saoudite une sorte de modèle. Ça, c'est vrai qu'ils ont une relation particulière, mais en même temps, leur histoire, elle est égyptienne. Leur implantation, elle se fait en Égypte, à travers des acteurs égyptiens, et petit à petit, effectivement, ils vont devenir une force endogène. En fait, ils vont développer des références, voilà, quelquefois même en divergeant du salafisme tel qu'on peut le trouver en Arabie Saoudite à la même époque, sur certaines interprétations. Donc oui, pour moi réintroduire cet acteur, ça explique plein de choses qu'on n'avait pas vues. Parce que l'influence des salafis, elle est massive. Et elle est massive. Pour vous donner un exemple, la montée du salafisme en Égypte, elle va contribuer à redéfinir complètement le corpus de textes qu'on considère comme étant la norme religieuse dans le sunnisme égyptien. Les salafis puisent dans une histoire longue de l'islam de manière très sélective à partir d'un certain nombre d'auteurs dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils appartiennent pour l'essentiel à l'école hanbalite et post-hanbalite, on va dire. Le hanbalisme étant traditionnellement dans les 4 écoles juridiques de l'islam la plus rigoriste. Et le hanbalisme en Égypte, il était quasiment absent jusqu'au début du XXe siècle. Et puis, par ailleurs, les salafis s'inscrivent dans des débats théologiques, là aussi, qui avaient été très largement clos
depuis le Moyen-Âge, qu'elle il redonne vie à travers, donc, là encore, une théologie qui se réclame d'auteurs qui s'inscrivent là encore dans l'école hanbalite, mais plutôt dans le pan théologique de l'école hanbalite, pour essayer de ne pas perdre nos auditeurs. Et donc, ce qui se passe au début du XXe siècle, c'est qu'avec le salafisme, on va voir réapparaître un certain nombre d'auteurs. Il y a un auteur qui s'appelle Ibn Taymiyyah, qui est particulièrement important pour les salafis, qui est un auteur de la fin du XIIIe siècle, et qui est né en 1263, qui meurt en 1328, qui est un auteur qui naît juste après la chute du califat abbasside aux mains des Mongols. C'est un auteur extrêmement prolixe, très conservateur, qui s'inscrit dans une logique hanbalite un peu post-hanbalite, on va dire, qui est un auteur qui donc est partisan d'une théologie extrêmement stricte, qui pratique facilement l'anathème contre ses détracteurs, qui pose l'importance de couler ses faits et gestes dans la norme prophétique, qui est par ailleurs un auteur extrêmement prolixe, qui répond aux philosophes. Il y a toute une polémique où il est très hostile à la philosophie, mais il est plutôt bien armé pour contrer les philosophes sur leur propre terrain. Donc c'est un auteur qui est très intéressant, mais qui effectivement a été oublié pendant 5 siècles. C'est-à-dire que pendant toute la période qui suit la mort d'Ibn Taymiyyah, c'est la période de la montée de l'Empire ottoman, et Ibn Taymiyyah disparaît complètement des radars pendant 5 siècles. Quand il est mentionné dans la littérature de l'époque ottomane, c'est pour dire il y a eu à Damas ce cheikh extrémiste qui disait tel et tel truc, mais bon, vraiment, ça n'a aucune importance et on passe à autre chose. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur qui, pendant 5 siècles, a été complètement exclu de la tradition majoritaire, avec cette action entrepreneuriale du salafisme en Égypte qui est extrêmement efficace, parce que de fait, ce qui va aussi caractériser ce mouvement salafi, c'est, j'ai dit tout à l'heure, il utilise l'édition et la prédication, mais il le fait avec un ethos entrepreneurial extrêmement fort. Ils montent des maisons d'édition, ils publient énormément, ils inventent des nouveaux formats. En particulier, ils coupent les livres en tout petits morceaux pour faire des petits livrets pas chers, que tout le monde peut acheter. Donc quand vous allez dans les librairies, et c'est devenu quelque chose qui s'est répandu, vous avez plein de petits livres qui coûtent je ne sais pas, quelques euros, ou l'équivalent de même quelques dizaines de centimes d'euros que vous prenez comme ça. Que donc même le pauvre qui n'a pas les moyens de s'acheter un gros livre, parce que souvent les livres de la tradition islamique sont des gros livres, peut avoir son petit pamphlet, donc on republie les livres par chapitre, etc., etc. Donc ça fait partie des choses. Et donc Ibn Taymiyyah, cet auteur, jadis marginalisé, oublié, devient en l'espace de quelques décennies l'auteur le plus lu et le plus cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'auteur le plus lu et le plus cité dans le monde musulman, c'est Ibn Taymiyyah, un auteur qui, il y a 100 ans, était un auteur quasiment oublié. Dans l'exégèse coranique, c'est la même chose. Ibn Taymiyyah a un élève qui s'appelle Ibn Kathir, qui a rédigé une exégèse coranique un peu qui suit cette même méthode d'un scripturalisme très hostile à l'interprétation rationnelle, etc. etc. Ibn Kathir, c'est pareil, complètement oublié pendant des siècles. Aujourd'hui, je vous mets au défi, vous allez dans n'importe quelle librairie islamique, y compris hors d'Égypte, et vous demandez quel est le tafsir de référence, quelle est l'exégèse coranique de référence, c'est Ibn Kathir. Donc, l'action des salafis, en fait, elle a été fondamentale dans la redéfinition des textes du corpus. Alors évidemment, ces textes, qui dit texte ne dit pas la manière dont on le lit, on peut les lire de différentes manières, ces textes, mais globalement, en imposant leur corpus, les salafis vont se donner une longueur d'avance, puisqu'ils apparaissent ensuite comme les interprètes légitimes de ce corpus. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va toucher tous les acteurs de l'islam égyptien. Dans le livre, j'explique même comment une des conséquences de ça, c'est qu'à partir des années 70-80, les frères musulmans eux-mêmes, en fait, sont gagnés par l'influence religieuse du salafisme en interne. C'est-à-dire qu'un certain nombre de textes qui étaient jusque-là propres aux salafis deviennent des textes tellement fondamentaux que les frères musulmans eux-mêmes sont obligés de les citer. Ça devient la littérature que lisent les frères musulmans. Et de fait, ça va produire effectivement, sur le plan religieux, un tournant conservateur chez les frères musulmans. Les frères musulmans des années 80 et 90 sont beaucoup plus conservateurs que les frères musulmans des années 30. Sur plein de questions. Sur la question de la mixité entre hommes et femmes, où les frères musulmans des années 30 sont plutôt assez tranquilles sur la question. Ils considèrent que la norme conservatrice veut qu'une femme porte le voile, etc. Mais une femme et un homme peuvent travailler ensemble. Il n'y a pas dans les années 30, il n'y a pas cette obsession de la ségrégation, qui adviendra plus tard. La question du soufisme. Les frères musulmans des années 30 et 40 n'ont pas vraiment de problème avec le soufisme. Hassan al-Banna, le fondateur lui-même, il était soufi. Dans les années 80-90, sous l'influence du salafisme, le soufisme est de plus en plus vu comme l'ennemi. Donc, en fait, le salafisme, il va avoir une influence profonde qui va redéfinir, y compris, le corpus sur lequel va se fonder l'islamisme.
Oui, et ça réussit. Enfin, c'est quelque chose que vous soulignez à travers le livre. Effectivement, c'est un grand succès. C'est-à-dire que 100 ans plus tard, on peut se dire ils ont effectivement remporté cette bataille sur le plan culturel et religieux. Et alors ça, c'est grâce à ce que vous appelez dans le livre leur grammaire d'action. Donc vous nous avez déjà dit un mot des maisons d'édition, de l'importance de la prédication, mais en fait, vous décrivez aussi comment, progressivement, partie de cette idée de réforme, qu'on peut tout à fait comprendre par comparaison, il me semble, avec la réforme dans la religion chrétienne, voilà, donc on part d'un idéal de pureté, de volonté de retour aux sources, en quelque sorte, et progressivement, on va vers ce qui est une idéologie qui encadre, en fait, tous les aspects de la vie du croyant. Donc vous nous avez déjà dit, il y a qu'est-ce qu'il faut croire, mais aussi comment est-ce qu'il faut pratiquer. Donc il y a cette question d'orthodoxie, d'orthopraxie. Et alors, il y a un chapitre dans le livre qui est consacré en particulier à ce mouvement de la prédication salafiste, qui est un mouvement social qui s'intéresse effectivement à tous les aspects de la vie du croyant. Et alors, est-ce que c'est ça, enfin, qu'est-ce que vous entendez exactement par cette grammaire d'action qui est propre au salafisme égyptien et qui explique leur réussite, en tout cas sur le terrain religieux, encore une fois? Alors, moi, le terme de grammaire d'action, donc merci beaucoup pour la question, je l'emploie, je l'emprunte à la sociologie pragmatique française de Boltanski et Lemieux en particulier, que je cite beaucoup. Et ce terme, il m'a intéressé parce que il dit que, en gros, il faut essayer de comprendre comment les acteurs agissent. Il faut regarder la pratique des acteurs. C'est-à-dire que, au-delà du discours, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de faire une analyse des discours des uns et des autres, parce qu'au bout du compte, les discours peuvent se ressembler parfois. Et tout le monde, au bout du compte, parle de l'islam et de la nécessité que l'islam redevienne le centre de... Et des saints. Et voilà, et des saints pour les uns. Alors les salafis n'aiment pas beaucoup les saints quand ils sont soufis. C'est aussi ça, c'est ça le crépuscule des saints. C'est aussi le déclin du soufisme sous l'effet du salafisme. Mais donc d'un côté, effectivement, il y a toute une production de discours par ces différents acteurs qui sont des discours autour de l'islam. Et puis moi, ce qui m'a intéressé en grammaire d'action, c'est plutôt de regarder la pratique des acteurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font concrètement, comment ils se le justifient à eux-mêmes, quelle est la logique qui guide leur action. Et donc en particulier, moi ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de grammaire de la pureté, c'est ça pour moi qui définit le salafisme. Et cette grammaire de la pureté, elle fait que le salafisme va toujours considérer, en tant que mouvement, cette fois-ci, les mouvements salafiques qui s'organisent, ils vont toujours considérer que la purification de la religion passe avant toute autre considération. Pour vous donner un exemple, pour savoir de quel côté de ces deux idéotypes, salafis et islamistes, vous vous situez, prenez un cas très simple, prenez la révolution iranienne de 79. On voit très très bien les deux idéotypes se positionner très différemment. En bonne logique islamiste, qui est celle des frères musulmans, c'est d'abord une révolution islamique, donc c'est d'abord un projet, entre guillemets, frère, avec lesquels ils partagent cette idée d'une islamisation du politique, d'une islamisation de l'État. Et donc les frères musulmans vont être très enthousiastes pour la révolution iranienne, ils vont envoyer des délégations, féliciter Khomeini, etc. Après, les relations vont se tendre pour d'autres raisons un peu plus tard, mais elles vont quand même perdurer entre frères musulmans et Iran révolutionnaire, mais il y aura un peu plus de tension. Mais pour d'autres raisons. En tout cas, sur le fond, c'est un projet auquel on souscrive. Les salafis, dans leur grammaire de la pureté, eux, ils ne voient que le chiisme dans cette histoire. Donc, d'emblée, les salafis vont être les premiers à écrire des pamphlets pour dire la révolution iranienne, c'est un complot chiite, rien ne peut sortir de bon, puisque pour des raisons d'abord doctrinales et religieuses, les chiites sont les ennemis des sunnites. Donc, il est hors de question, évidemment, de soutenir la révolution iranienne, et même on doit lui souhaiter d'échouer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez très pratiquement comment on justifie une prise de position à partir d'un logiciel qui met soit en avant la question de la pureté religieuse, soit en avant la question de l'unité politique. Parce qu'en fait, c'est ça les deux logiques qui s'opposent. Concrètement, dans le politique égyptien, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va faire que les salafis, leur grammaire d'action, elle va les mettre toujours, en fait, d'un côté où le régime en place va toujours les considérer comme
des acteurs inoffensifs, un moindre mal, voire même des alliés de circonstance. C'est-à-dire que cette obsession de la pureté religieuse et ce désintérêt apparent du politique, ça va faire que ce soit sous la monarchie égyptienne, sous la période nassérienne et dans les périodes qui succèdent, à chaque fois les salafis vont soit jouir de l'indifférence, soit même de la bienveillance des autorités. Il y a un épisode que moi j'ai découvert en faisant cette recherche, en fait, parce que je n'imaginais pas. C'est-à-dire que le vrai moment où tout bascule, de manière très paradoxale, c'est sous Nasser. Nasser, vu de l'extérieur, c'est les jours glorieux du panarabisme séculier, n'est-ce pas, etc. Nasser, effectivement, et se bat contre les frères musulmans, les met en prison, est porteur d'une sorte d'idéal de l'unité arabe sur un mode séculier. En fait, que fait Nasser? Il combat les frères musulmans parce que ce sont des concurrents politiques. Il domestique l'islam d'État, c'est-à-dire Al-Azhar, la grande institution religieuse d'Égypte, dont il fait un islam d'État, il les transforme en fonctionnaires d'État, il les paye, en échange il leur fait dire que le socialisme c'est tout à fait en ligne avec l'islam, et que donc soutenir Nasser et le socialisme c'est soutenir l'islam. Et puis il a à côté ce mouvement salafi qui existe, puis Nasser se dit ça mange pas de pain, ils font pas de politique, ils m'embêtent pas. En plus, chez l'Arabie Saoudite qui m'attaque, c'est peut-être pas mal d'avoir des salafis chez moi qui disent du bien de moi, parce que les salafis se mettent au garde à vous. Ils écrivent des éditos pour dire Nasser, le héros de l'islam, le héros des Arabes, etc. Et ils continuent la même action, prédication, publication, prédication, publication. Et donc c'est pendant la période nassérienne, l'élimination des frères musulmans et la décrédibilisation de l'islam officiel par sa domestication, qui fait qu'en fait il y a un vide qui se crée dans le champ religieux, et il n'y a plus que les salafistes pour le remplir. Et donc, à la fin de la période nassérienne, quand cette parenthèse se termine et Sadat arrive au pouvoir en 70 et on a une réouverture du champ politique en Égypte, on s'aperçoit que c'est à partir du substrat salafiste que renaissent tous les mouvements religieux. C'est-à-dire que le salafisme, en fait, pendant la période nassérienne, en l'absence de ses concurrents, en fait, on est venu à incarner la norme. Donc, ça va continuer ensuite. Sous Moubarak, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on rejoue le même jeu. Sous Moubarak, les frères musulmans, là encore, commencent à prendre trop d'espace. Moubarak a peur d'une conquête du pouvoir par les frères musulmans. En 2005, il a autorisé des élections un peu plus libres que d'habitude, et les frères musulmans ont obtenu 88 sièges. Que fait Moubarak? Il ouvre l'espace aux salafis. Et sous Moubarak, vous avez une quinzaine de chaînes satellitaires salafis qui sont créées en Égypte, avec des licences qui leur sont données par l'État égyptien pour émettre sur les ondes de Nilesat et des satellites d'État, avec cette logique qui est de dire, si les gens veulent être religieux, qu'ils soient salafis plutôt que frères musulmans, parce qu'au moins ils ne feront pas d'ombre, ils ne m'embêteront pas. Et donc il y a un vrai calcul du pouvoir qui est de pousser les salafis à occuper l'espace pour limiter d'autant la prise que les islamistes ont sur l'espace. Donc effectivement, les salafis, à chaque fois, en apparaissant comme des acteurs qui, finalement, là encore, ne s'attaquaient pas directement au pouvoir, eh bien, ont bénéficié de manière systématique, à toutes les époques, de la bienveillance des autorités quand ce n'était pas l'indifférence. Avec aussi donc, ce talent entrepreneurial, donc vous venez de parler des réseaux de communication, mais donc d'investir des moyens de communication modernes aussi pour être présent à tous les étages de la société. Et donc en fait là, on comprend bien en vous écoutant que sous couvert de ne pas s'occuper de politique, en fait progressivement, il constitue un vrai pouvoir ou contre-pouvoir, un vrai pouvoir social en fait, par le bas. Alors peut-être ça nous conduit à parler de la révolution de 2011, parce qu'en fait avec cette histoire que vous mettez au jour en regardant ces courants salafistes qu'on regarde moins que les frères musulmans d'habitude, on en vient aussi à une lecture un peu différente de la révolution de 2011 que vous décrivez comme l'entrée en collision de deux processus, donc l'évolution du salafisme qui, à ce stade, est devenu plus ou moins hégémonique dans le champ religieux, donc il y a ce courant-là, par le bas, on pourrait dire, mais il y a aussi une contestation politique, un mécontentement, et ce que sent Moubarak, évidemment, et donc toute cette confusion, et dans les choses qui sortent de ces événements de 2011, il y a ce parti Al-Nour qui donc lui est quand même salafiste
et un parti politique. Donc là, il s'est produit quelque chose qui contredit un peu la marche du siècle telle que vous nous l'avez présentée jusque-là. Alors non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Non. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc moi, je décris la fin des années 2000 comme le moment de l'apogée en fait du salafisme en Égypte. C'est-à-dire que le salafisme, il existe depuis les années 1920. Le corpus s'est transformé avec le temps. Le salafisme a redéfini les auteurs, en particulier qu'on utilise. Un certain nombre de pratiques qui étaient celles promues par le salafisme sont devenues des pratiques aujourd'hui considérées comme la norme. À la fin des années 2000, les chers les plus populaires en Égypte sont des chers salafis. Donc, c'est ceux que toute personne passée en Égypte à la fin des années 2000 vous dira que Mohamed Hassan Yacoub et Abou Ishaq al-Huwaini, qui sont ces trois figures, sont un peu les trois chers qu'on entend le plus. Ils prêchent sur les chaînes que beaucoup laissent en permanence allumées chez eux. Et donc, quasiment, on se promène dans les rues du Caire, on entend leur voix partout, en fait. Hein. Donc, ils ont pris une vraie place dans l'espace social en Égypte. Et puis, le salafisme, effectivement, il a aussi connu un moment de renouvellement et d'organisation à la fin des années 70 qui l'a rendu plus efficace, en tant qu'organisation par le bas, grassroots, en tant que mouvement de masse. Parce que, effectivement, moi j'ai mes deux idéotypes salafis et islamistes. En fait, évidemment qu'ils s'influencent. J'ai montré tout à l'heure comment le salafisme avait finalement... Il y a même des gens qui passent de l'un à l'autre. Alors, on peut avoir des passages de temps en temps. Ce sont des logiques différentes, mais évidemment, ce sont des mouvements qui coexistent, qui sont en compétition dans le même espace, en fait. Les frères musulmans eux-mêmes, ils ont été influencés par la religiosité salafiste à partir des années 80 et 90 en particulier. Le salafisme aussi, il a subi l'influence inverse. C'est-à-dire que la fin des années 70, vous avez un mouvement qui naît, qui est au départ formé par des étudiants des universités égyptiennes qui, dans les années 70, s'étaient politisées initialement, avaient débattu avec les frères musulmans qui sortaient de prison. Enfin, il y avait tout un moment d'effervescence dans les années 70 en Égypte. Et le salafisme, effectivement, il connaît une sorte de deuxième organisation, après la première en 1926, à la fin des années 70, avec ce mouvement qui s'appelle la prédication salafiste. Et là aussi, ça va donner au salafisme une énorme force de frappe. Parce que la prédication salafiste, elle emprunte au mode de mobilisation des islamistes, mais pour continuer à faire du salafisme. C'est-à-dire qu'elle s'organise de manière extrêmement précise comme un mouvement de masse, comme le font les frères musulmans. Elle a même à sa tête l'équivalent d'un guide qu'elle appelle le qayyim, c'est-à-dire le recteur, parce qu'elle se dit d'abord une école, hein, c'est d'abord l'enseignement qui compte pour les salafis. Donc on n'a pas à sa tête un guide suprême, on a à sa tête un recteur. Et vous avez le recteur de la prédication salafiste. Et un mouvement qui s'étend à l'Égypte de manière avec des logiques d'organisation, de hiérarchisation, d'encadrement, de partage des tâches, avec cette idée aussi que c'est à cette époque-là qu'on insiste de plus en plus sur le fait que le salafisme est une vision totale pour l'être humain. Ce n'est pas qu'une histoire d'adhérer à la bonne théologie ou de bien se positionner dans des débats théologiques ou de lire le bon auteur. Le salafisme, ça doit être un ethos complet. Ça doit être un engagement total de l'individu, et en particulier de l'individu dans l'organisation. Donc cette organisation, elle va devenir, à la fin des années 2000, la deuxième plus grosse organisation religieuse d'Égypte, après les frères musulmans. Les frères musulmans sont devant, ils sont plus anciens, mais la prédication salafiste, elle a en termes d'encarté un peu moins de membres que les frères musulmans, mais en même temps, elle a une assise sociale qui est très grande par le contrôle des mosquées. Et donc elle a réussi à atteindre à ce moment-là un contrôle très, très large des mosquées à travers le pays. Donc vous avez le salafisme à la fin des années 2000, vous avez les télévisions satellitaires, ces chers qui sont devenus quasiment des stars, dont on ne parle que d'eux, cette organisation qui a pris une place massive dans le champ religieux et dans l'espace social, les frères musulmans eux-mêmes qui sont obligés de redéfinir leur religiosité sur un mode salafi parce que c'est devenu la religiosité normative, et advient la révolution. Donc là, vous avez un mouvement qui est absolument contraire. D'un côté, ce que je dis, effectivement, l'entrée en collision de deux mouvements. Un mouvement d'hégémonisation religieuse du salafisme comme norme. Et quand je dis hégémonisation religieuse comme norme, attention, ça ne veut pas dire que tout le monde applique la norme. Ça veut dire que tout le monde dit qu'il faut appliquer la norme. C'est ça aussi qui est intéressant, cette histoire. Ça ne veut pas dire que brusquement, à la fin des années 2000, tout le monde en Égypte portait l'habit salafi, que vous alliez aller en Égypte et que vous alliez avoir l'impression de vous rendre en Arabie Saoudite. Mais ils ont gagné le droit de dire ce que c'est qu'un bon musulman. Mais ils sont eux qui disent ce que c'est qu'un bon musulman, et quand vous interrogez les gens, ils vous disent c'est comme ça qu'il faudrait faire. Donc effectivement, il y a une bataille pour la définition de la norme, la bataille des idées finalement, que certaines personnes mettent en application, d'autres considèrent comme étant ce qu'il faut faire, sans nécessairement que ça se traduise dans leur...
Et donc vous avez ce processus-là, puis effectivement un processus qui a strictement rien à voir, processus de contestation politique. Et de demande démocratique. Démocratique, alors qui va être en tout cas se traduire par un mouvement démocratique, bon, un mouvement de contestation, on va dire, de l'autorité de Moubarak. À partir des années 2000, des mouvements de jeunesse qui sont souvent pas du tout liés aux mouvements religieux, qui sont des jeunes qui ne sont pas très idéologiques en fait, et qui simplement en ont ras-le-bol. Alors, le grand mouvement qui est fondé en 2004, qui s'appelle Kifaya, qui va être l'un des incubateurs de la révolution, ça veut dire, Kifaya, ça veut dire, il y en a marre, ras-le-bol, donc c'est un mouvement de ras-le-bol, avec beaucoup de jeunes qui sont, pour certains, plus ou moins pieux. Bon, vous avez des gens qui peuvent être pieux, y compris d'ailleurs pieux sur un mode plus salafi, mais ce n'est pas la question pour eux, ils ne sont pas là pour ça, et quand ils sortent dans les rues en janvier, c'est pour faire tomber Moubarak, changer de régime, et avec l'espoir, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, que ça donne lieu à un système participatif qui pourrait se définir comme un système démocratique. Et donc là, vous avez deux mouvements qui entrent en collision. Parce que ça veut dire que quand Moubarak tombe, s'ouvre une période de transition démocratique en Égypte, et tous ces acteurs du champ religieux, ils vont immédiatement, effectivement, chercher à avoir une influence sur la transition. Alors les frères musulmans s'y attendaient, ils étaient toujours une organisation politico-religieuse, ils n'avaient jamais fait ils n'avaient jamais caché qu'ils voulaient entrer en politique institutionnelle. Ils étaient au Parlement depuis les années 80 en Égypte, et même Hassan al-Banna lui-même s'était déjà présenté en 1943. Donc ça fait plus de 70 ans que les frères musulmans faisaient de la politique. Donc eux, première chose qu'ils font, ils créent un parti politique, ils se présentent aux élections. Et ils arriveront premiers aux premières élections. Donc les frères musulmans deviennent la première force politique d'Égypte. Mais les salafis, effectivement, cette organisation, en particulier la prédication salafiste, regarde un peu ce qui se passe et se demande ce qu'elle peut faire. Elle comprend bien que dans les nouvelles règles du jeu, il lui faut arriver à se positionner pour protéger ce qu'elle a construit et peut-être profiter de la situation pour étendre son emprise sociale. Et c'est là qu'effectivement va être prise la décision pour la prédication salafiste de faire ce qu'elle a toujours dit qu'elle ne ferait jamais, c'est-à-dire de créer un parti politique. Et donc en 2011, vous avez des organisations salafistes plus petites qui créent aussi des partis politiques, vous n'avez pas qu'un parti politique salafiste, mais vous en avez un qui va vraiment dominer tous les autres, parce qu'il est créé par cette grosse organisation qui est la prédication salafiste, et c'est le parti An-Nour. Et ce parti, il va, à la fin de l'année 2011, devenir le deuxième parti d'Égypte, 25% des voix aux élections. Donc vous avez un parlement qui, pour 2/3, est dominé par des islamistes et des salafis. Donc les salafis, 25%, les frères musulmans, un peu plus de 40%. Et les salafis vont devenir un acteur majeur de toute la transition. Alors avec des conséquences variables, sur lesquelles je vais revenir, mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que les salafis n'ont pas changé de grammaire d'action. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre. C'est-à-dire que quand les salafis entrent en politique en 2011, ils ne le font pas pour prendre le pouvoir parce qu'ils ne croient toujours pas en la prise du pouvoir. Donc qu'est-ce que c'est un mouvement qui crée un parti politique sans vouloir prendre le pouvoir? Ça s'appelle un lobby. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se disent, puisque désormais les rapports de force se redéfinissent au Parlement, il faut qu'on ait une représentation au Parlement qui soit capable de peser en notre faveur quand des décisions seront prises pour défendre les intérêts de notre organisation religieuse, l'implantation de notre organisation religieuse, et pour protéger, en gros, notre organisation religieuse des coups qu'elle pourrait prendre dans le champ politique. Donc en fait, ce qui crée, c'est une sorte de lobby, avec une capacité de blocage au Parlement. Ils vont quand même avoir 120 députés, c'est pas rien pour faire ça. Et dans une logique très pragmatique, en fait, d'alliance. C'est ça qui va être fascinant, c'est que les salafis vont en fait faire des alliances, au cas par cas, selon qui leur propose plus pour leur organisation religieuse. Moi, pour vous faire un peu la comparaison, parce que c'est peut-être plus familier à certains d'entre nous ou d'entre vous, c'est à peu près ce que font les ultra-orthodoxes au Parlement à la Knesset en Israël. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui... les ultra-orthodoxes ont, comme vous le savez, un problème avec l'État d'Israël. Ils ne sont pas historiquement sionistes. Ils le sont devenus un peu plus avec le temps, mais historiquement, ils n'étaient pas sionistes. Donc, ils sont venus participer à la vie politique israélienne à reculons. Et ils l'ont fait quand ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient représentés au Parlement pour protéger leurs écoles et leur implantation religieuse. Leur appui. Et ils monnaient leur appui. Et la logique politique des salafistes d'An-Nour au Parlement, c'est exactement ça. C'est comme les ultra-orthodoxes. S'il fallait prolonger la comparaison, vous pouvez penser, avec Israël, les salafistes seraient les ultra-orthodoxes et les frères musulmans seraient les sionistes religieux, si vous voyez la différence aujourd'hui.
donc avec une logique plus politique et les autres une logique plus religieuse. La comparaison marche quasiment totalement, à mon avis. Elle mériterait d'être alimentée. Il faudrait que je parle, j'ai commencé à le faire avec des gens qui travaillent sur cette question d'Israël, parce qu'il y aurait vraiment une comparaison à faire, en fait, dans la manière de mobiliser et les différentes grammaires d'action des uns et des autres. Donc, pour revenir sur les salafis, donc ce qui les intéresse, ce ne sont pas des islamistes, parce qu'ils ne veulent pas prendre le pouvoir. D'ailleurs, ils ne présentent pas de candidat à l'élection présidentielle. Par contre, ils veulent s'assurer de la préservation et de l'expansion de leur organisation religieuse et de leur entreprise de prédication. Et leur ennemi juré pour ça, ce sont les frères musulmans. Et donc, pendant toute la période, les salafis, en fait, vont devenir un caillou dans la chaussure des frères musulmans. Parce que, pour eux, les frères musulmans, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont se servir du pouvoir politique pour reprendre en main le champ religieux au détriment des salafis. Et donc les salafis voient dans l'arrivée au pouvoir des frères musulmans une catastrophe. Ils ne veulent surtout pas. Ils préfèrent largement l'armée, et ils feront d'ailleurs alliance avec l'armée à l'été 2013 pour chasser les frères musulmans du pouvoir. Parce que se disent, avec l'armée on peut s'entendre, vous prenez le politique, nous ça ne nous intéresse pas, vous nous laissez la société. Les frères musulmans, eux, ils veulent le politique et la société. Et donc pour les salafis, c'est une menace existentielle sur ce qu'ils considèrent comme étant leur projet à long terme de transformation de la société. Donc du coup, les salafis vont effectivement devenir un acteur majeur qui va d'abord systématiquement essayer de contrer les frères musulmans, en finissant par s'allier avec l'ancien régime, avec les libéraux et avec l'armée pour renverser les frères musulmans, et apporter une caution religieuse au renversement des frères musulmans. Et puis, les salafis, ils vont aussi définir une ambiance, en fait. C'est-à-dire que les frères musulmans, pendant toute la période de transition, ils vont être dans une concurrence avec leur droite, ils vont être en concurrence avec les salafis pour savoir qui est le plus religieux, et les salafis en permanence vont essayer de les prendre en défaut de religiosité. Et donc, les frères musulmans ne vont pas réussir à faire ce que fait Ennahda en Tunisie au même moment, parce qu'Ennahda va jouer au centre. La première alliance que fait Ennahda, c'est avec la gauche et avec le centre, pour former ce qui va être la Troïka. C'est la première coalition politique en Tunisie qui va permettre aux islamistes, là encore, de transcender l'islam politique pour faire une alliance large, et qui va garantir, en tout cas, que la première phase de la transition en Tunisie se passe bien, même si, bon, ça va mal terminer 10 ans après, mais en tout cas, dans un premier temps, ils vont stabiliser les choses par une alliance au centre. Les frères musulmans, eux, comment vous dire, ils sont comme, là encore, si vous pensez, parce que c'est toujours intéressant de se projeter ailleurs, ils sont comme un parti de droite qui aura une extrême droite forte. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, qu'est-ce qu'ils vont être tentés de faire? Ils vont faire ce que font la plupart des partis de droite quand ils sont concurrencés par une extrême droite forte. Ils se positionnent sur le terrain de l'extrême droite et ils cherchent en permanence à donner des gages. Et plus ils donnent de gages aux salafis de religiosité, et les salafis les attendent sur ce terrain-là, simplement, sont un peu leur mauvaise conscience finalement, plus ils se coupent du centre et des libéraux et de la gauche, plus ils sont dans l'incapacité de créer un consensus politique, plus la polarisation se creuse en Égypte, et plus, in fine, on entre dans une espèce de combat existentiel qui va faire que les acteurs non-islamistes vont finalement se jeter dans les bras de l'armée pour demander à ce qu'on les sauve des frères musulmans. Donc, de certaine manière, le salafisme va définir un peu le logiciel politique de la période. C'est-à-dire que c'est sur le terrain salafi que va se faire la compétition, c'est entre les frères musulmans et les salafis pendant toute la transition. Donc effectivement, voilà, c'est en ce sens-là que je pense que, là encore, comprendre ça, ça nous explique pourquoi la transition en Égypte ne s'est pas passée comme en Tunisie. Je pense que c'est fondamental de se dire qu'Ennahda n'avait personne à sa droite et que les frères musulmans avaient un acteur influent, même s'il n'était pas islamiste parce qu'il voulait autre chose, mais qui malgré tout lui servait de mauvaise conscience religieuse à sa droite, et que c'est ça aussi qui les a amenés à faire les choix politiques qu'ils ont faits. Et que quand même le bilan de tout ça, mais je vais simplifier beaucoup trop, mais c'est qu'ils ont tous perdu au passage, parce que vous parlez donc aujourd'hui d'une ère post-salafiste en Égypte, qu'en jouant cette concurrence, aujourd'hui, ils sont tous en mauvaise posture sur le plan politique. Oui. Alors finalement, les salafis, eux, pensaient avoir fait certainement, étaient persuadés qu'ils allaient emporter le morceau, et que je crois qu'en juillet 2013, les salafis, au moment du renversement de Morsi, croient en une alliance avec l'armée. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont faire
ce qu'a fait Hassan al-Tourabi en 89 au Soudan, quand il s'est allié avec Omar el-Bashir, hein, et que vous avez eu ce diptyque islamo-militaire au Soudan qui va gouverner le pays, mais qui aussi va finir par l'exclusion de Tourabi à la fin des années 90, mais qui pendant un moment, effectivement, le pouvoir soudanais va marcher sur le pied militaire et le pied religieux, ou un peu ce que fait le général Zia al-Haq au Pakistan dans les années 80, là encore, avec un pouvoir militaire qui s'appuie sur des mouvements religieux. Et donc je pense que les salafis espèrent que l'armée va se contenter du politique, et eux vont se mettre au service en disant « Nous, on reprend le champ religieux pour vous. Comme vous nous connaissez, on est très loyaux politiquement, on chantera vos louanges, et en plus, on est très efficace pour reprendre le contrôle sur le champ religieux et reprendre les mosquées qui avaient été prises par les frères musulmans. » Donc, ils pensent que l'armée ne va pas pouvoir faire sans eux. En fait, ils sous-estiment l'étatisme forcené du maréchal Sissi, qui lui en fait ne croit qu'en l'État et en l'islam d'État, et va au contraire essayer de revigorer Al-Azhar, c'est-à-dire ce qui restait de l'islam officiel, pour reconstruire, rebâtir de toutes pièces en fait un islam d'État fort. Et donc les salafis vont pas obtenir du tout les dividendes qu'ils espéraient obtenir. Ils sont toujours présents en Égypte, ils sont toujours autorisés et ils ont toujours des représentants au Parlement, mais plus qu'une dizaine, et ils sont devenus aujourd'hui un acteur mineur de la coalition pro-Sisi. Donc ils n'ont pas obtenu les dividendes qu'ils espéraient obtenir. Et puis par ailleurs, effectivement, tout l'épisode leur a coûté politiquement. C'est-à-dire que là aussi, ce qui s'est passé avec les salafis, c'est que, d'une certaine manière, leur popularité dans les années 2000, elle vient aussi du fait qu'ils ne font pas de politique. Ils apparaissent comme étant un peu la voix de la sagesse religieuse. Et là, ils se sont compromis. Bah oui, du haut de sa chair, qui prêche et qui donne le vrai, qui dit la norme, et qui est toujours constante dans sa ligne. Or là, quand il commence à descendre dans l'arène politique en 2011, il se retrouve à devoir prendre position, à se battre avec les frères musulmans, et des fois c'est vraiment pas joli, à soutenir le pouvoir quand le pouvoir massacre 1000 partisans des frères musulmans à l'été 2013. Même si les salafis n'aiment pas beaucoup les frères musulmans, ça reste quand même pour la plupart des militants salafis des coreligionnaires, des croyants, des coreligionnaires. On ne se réjouit pas de les voir se faire massacrer, et on est un peu gêné aux entournures quand vous voyez les chers de votre mouvement qui disent qu'il faut soutenir à tout prix l'armée, etc. Et donc d'une certaine manière, les salafis se sont retrouvés pris dans un jeu qui les a fait tomber de leur chair, littéralement. C'est-à-dire que là, ils sont venus des acteurs qui, du coup, sont obligés de changer de position. On va beaucoup rappeler que les chers salafis avaient dit, par exemple, que la démocratie, c'était contraire à l'islam. Puis tout d'un coup, ils font un parti politique. Alors expliquez-nous comment vous expliquez ça. Et puis ensuite, disent qu'on ne peut pas présenter de femmes au Parlement. C'est la ligne des salafis. Mais finalement, on est obligé par les trolls, alors on va le faire. Etc., etc. Et donc les salafis, en permanence, se dédisent. Et donc j'explique, effectivement, ça a affaibli l'autorité des chers salafis qui sont littéralement tombés de cette autorité, non plus cette autorité pure, authentique que certains voulaient leur prêter dans les années 2000. Ils se sont salis les mains, ils ont les mains dans le cambouis, quoi. Ils apparaissent comme pas plus vertueux finalement que les autres. Alors, par ailleurs, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que malgré tout, il y a un vrai travail de fond en fait, dans la définition du corpus islamique en particulier, et donc les auteurs et certaines interprétations qui étaient celles des salafis continuent de rester très présentes. C'est pas, mais le mouvement salafi en tant que mouvement est très affaibli aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passera à terme pour le corpus, et si ça va in fine, s'il va y avoir une nouvelle transformation au sein de l'islam telle que celle qui s'est produite au début du XXe siècle. Alors, merci beaucoup pour toutes ces explications extrêmement claires. Donc, on comprend bien. Donc, c'est un ouvrage très précis, très savant, nourri de beaucoup de connaissances, de textes, d'entretiens. Je l'ai dit pour commencer. C'est un ouvrage de chercheur, en quelque sorte. En fait, vous commencez par dire le mouvement est mal connu, mal compris. Donc, au terme de ce voyage, finalement, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on en retienne et dans notre manière d'essayer de comprendre le rôle de l'islam politique en Égypte, mais aussi en France, aussi dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe en ce moment, avec des enjeux de pouvoir, d'influence. Qu'est-ce que vous aimeriez que des non-initiés retiennent en fait de cette autre histoire de l'Égypte que vous mettez au jour dans ce livre, Le crépuscule des saints?
Alors, pour ce qui est de l'Égypte elle-même... Déjà, si on retient que le salafisme n'est pas un islamisme, on n'aura pas perdu Voilà, notre temps. exactement. Ça permettra déjà de clarifier un certain nombre de choses. Et comme vous voyez dans le débat public en France, on est quand même dans la confusion permanente sur tous ces termes. Et puis, bon, dans le débat européen, ce qu'il faudrait aussi ajouter, c'est que c'est pour ça que moi, je me garde en général de passer trop facilement au terrain européen, parce que de fait, on retrouve des équivalents de ces mouvements et de ces dynamiques sur les terrains européens, mais ce n'est pas du tout les mêmes mouvements. C'est-à-dire qu'il y a en Europe des mouvements qui ont pu être inspirés à un moment, se réclamer d'eux ou être inspirés à un moment par les frères musulmans en particulier, mais dans le contexte européen, ils ne posent pas du tout les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de politique en Europe pour créer un État islamique. Ils font de la politique en Europe pour, on va dire, défendre ce qu'ils considèrent comme étant des droits communautaires, ou donc la question plutôt d'une défense communautaire, en fait, ils vont vouloir parler au nom de la communauté et mettre en avant un certain nombre de choses qu'ils considèrent comme des devoirs religieux pour la communauté, mais ça ne va pas impliquer, évidemment, le passage aux politiques et à l'État, comme c'est le cas dans le monde musulman. Donc, effectivement, quand on parle de frères musulmans en contexte européen, il faut aussi éviter de faire la transposition, parce qu'à mon avis, ça mène à aussi toute une série de problèmes. Et le salafisme, c'est un peu pareil. Les salafis ici aussi existent, les mouvements salafis. Ils sont aussi dans la grammaire de la pureté dans une large mesure. Hein. Ça reste finalement le... Et donc, ils ne font pas de politique, ils sont dans une logique très prédicatrice et voilà, mais dans le même temps, évidemment, ces mouvements salafis qu'on va trouver en Europe, ils sont aussi obligés de faire des accommodements. Je veux dire, ils peuvent pas, ils vivent dans un environnement non musulman qui les oblige à des accommodements, plus d'accommodements que n'en font les salafis en contexte musulman, ou, que ce soit en Égypte ou en Arabie Saoudite. Donc la transposition, il faut effectivement s'en prémunir. Maintenant, bien comprendre effectivement qu'il y a plusieurs logiciels, que ce qu'on appelle un peu facilement le fondamentalisme musulman, en fait, il est guidé par une pluralité de grammaire et de logiciels, que les acteurs sont différents, qu'ils ne veulent pas tous la même chose, que, de fait, la pureté religieuse et la réforme politique, ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui la demandent, et que, du coup, en Égypte, la transformation conservatrice de la société, elle a d'autres aussi ressorts que simplement la montée en puissance des frères musulmans. La montée en puissance des frères musulmans, c'est une autre histoire que la transformation conservatrice de la société, même si parfois les deux se recoupent, et en même temps c'est porté par des acteurs différents. Ça permet de mieux comprendre en fait les processus, quoi. Je pense qu'on a besoin voilà, y compris en termes de politique publique. Là encore, je pense que les États dans le monde arabe connaissent ces différences et justement apportent des réponses qui s'adaptent aux différences entre les acteurs. C'est pas toujours le cas en Europe où pour différentes raisons, on a tendance à tout mélanger. Et voilà. Et donc, là encore, bon, voilà, ça permet de scinder les problèmes et de comprendre la complexité pour être capable en retour de mieux... Eh bien, merci beaucoup Stéphane Lacroix. Donc, je recommande évidemment la lecture de ce livre, Le Crépuscule des Saints, Histoire et politique du salafisme en Égypte, pour en comprendre encore davantage que ce que vous nous avez expliqué ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.